disons, aller à quelques points essentiels. Moi, je pense que le premier point, d'abord, le premier point, c'est tout simplement la viabilité, la pertinence des projections, des prévisions de cette loi de finances. N'oublions pas, la loi de finances, c'est un exercice prévisionnel. Nous sommes, et là, cette loi a été élaborée durant l'été 2022 pour 2023. Et donc, c'est vrai que tout dépend des hypothèses. C'est un montage financier. Et qui dépend d'abord des hypothèses sur lesquelles ils sont fondés. Or, là aussi, j'ai évoqué cela tout à l'heure. Quand, par exemple, on voit la situation concrètement, telle qu'elle est aujourd'hui, on voit la sécheresse qui encore, malheureusement, risque de pointer. On connaît son impact sur la croissance. On sait que la crise mondiale, comme je l'ai bien indiqué au départ, ne va pas en tout cas se régler en 2023, malheureusement. Eh bien, dans ce contexte-là, prévoir et donc faire reposer tout le montage financier sur un taux de croissance pour 2023 de 4%, c'est juste pas très crédible. Même si déjà 4%, c'est pas beaucoup, hein, par rapport à nos ambitions. Mais dans le contexte actuel, prévoir 4%, c'est tout simplement se condamner, malheureusement, encore une fois, à être dans l'erreur. La même chose, je parlais tout à l'heure de la demande externe. Pareil, compter sur 2,5, sur une évolution, une croissance de la demande externe qui va tirer la demande interne, l'activité intérieure, à raison de 2,5%, c'est aussi, ça ne me semble pas très réaliste. La même chose, par exemple, croire, dans la situation que nous connaissons, encore une fois, croire qu'on va passer d'une inflation qui serait, cette année en 2022, au moins entre 8 et 10%, entre 8 et 10%, que, par je ne sais quelle baguette magique, elle plongerait à 2%, ça n'est pas très crédible. Comment est-ce qu'on peut imaginer une telle situation? Comment est-ce que pour fonder des prévisions sérieuses, crédibles, sur de telles prévisions? Donc, soyons clairs. Le problème, d'abord, est un problème, effectivement, d'hypothèses qui sont... Alors, je n'ai pas parlé, mais ça va de soi, prévoir 75 millions de quintaux de récoltes céréalières. Vous voyez, 800, la tonne pour le gaz à $800 la tonne. Bref, vous voyez bien que tout cela, la vie est très fragile. Et que donc, la première observation à faire sur cette loi de finances, c'est qu'elle n'est pas très réaliste. Et qu'elle se condamne effectivement à être en porte-à-faux en permanence, comme malheureusement... ça a été le cas pour les précédentes lois de finances, c'est quasiment sûr. Je vous rappelle que par exemple, pour 2022, la loi de finances 2022 avait prévu un taux de croissance de 3,6 ou autour de 3,5. Je vous dis, on va faire moins de 1%. Donc vous voyez, bien, ça c'est la première chose, et évidemment à partir de ce moment-là, le montage, c'est comme, vous savez, c'est comme un édifice, hein. Si les fondements ne sont pas bons, ben c'est tout l'édifice qui n'est pas bon, hein, qui ne tient pas la route. Hein. Bon. Alors, moi je dirais, le deuxième point qui me paraît important, c'est justement l'équilibre d'ensemble. Ah, on ne le dira jamais assez. Nous sommes en crise financière des finances publiques permanente. Et on arrive à garder la tête au-dessus de l'eau que parce qu'on n'en finit pas de s'endetter pour s'endetter et encore s'endetter. Je m'explique. Et vous savez, dans la loi de finances, vous avez un tableau d'équilibre général.
C'est très simple. Comme ça, il peut paraître un peu compliqué, mais on peut le résumer en termes très très simples. Quand vous prenez le budget général de l'État, vous prenez d'un côté les ressources ordinaires, c'est-à-dire les recettes fiscales, autres, non fiscales, etc., puis de l'autre côté les dépenses ordinaires, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement, les intérêts de la dette, les dépenses d'investissement. Quand vous ramassez tout ça, ressources ordinaires, dépenses ordinaires, les deux, déjà, vous êtes à un déficit de 115 milliards. 115 milliards. Quand vous ajoutez l'amortissement de la dette, parce qu'il n'y a pas que les aides, c'est-à-dire le remboursement du principal de la dette, tenez-vous bien, c'est dans la loi de finances, c'est dans les tableaux. Vous êtes à alors on appelle ça un besoin brut de financement. Besoin de financement de 193 milliards. Je dis bien. On est à quelque chose autour de 15% du PIB. Hein? 15% du PIB. Le vrai déficit, en réalité, il est là. Vous avez d'un côté des ressources ordinaires, de l'autre côté des dépenses, et vous faites la différence, et vous êtes à un déficit de 15 points de PIB. Bien, alors évidemment, comment sortir? Parce que vous savez que vis-à-vis des institutions financières internationales, etc., 15% c'est impensable. Il faut revenir aux alentours de 4-5% du PIB. Eh bien, quelle est la baguette magique? C'est l'emprunt. Et donc, pour la énième fois, alors, en 2023, on devrait emprunter, tenez-vous bien, ça aussi c'est un record. Chaque année, on bat des records. Hein? On va emprunter 129 milliards de dirhams. 129 milliards de dirhams. Ça fait combien de dollars? À 10 dollars, à 10 dirhams le dollar, ça vous donne à peu près 12, 13 milliards. De dollars? Ben oui. Il faut bien comprendre cet engrenage dans lequel on se trouve et depuis de longues années. Cet engrenage, c'est quoi? C'est que, précisément parce qu'on n'a pas fait les réformes, notamment fiscales, nécessaires, on est dans une situation où les ressources ordinaires, et en particulier les ressources fiscales, sont insuffisantes. Moi, je calcule un ratio qui est très significatif depuis de longues années, un ratio que j'appelle le taux d'autosuffisance fiscale, c'est-à-dire le taux de couverture des dépenses du budget de l'État par les ressources fiscales. Ce ratio, avec les données de la loi de finances 2023, il est à 55%. Vous imaginez? Quand vous avez des ressources, ce sont vos ressources, c'est les ressources propres, si je puis dire, de l'État. Quand vous avez des ressources qui ne couvrent que 55% des dépenses, même si vous ajoutez les ressources non fiscales, vous allez à 60%, 62%. Il restera toujours au moins 33 à 35% de dépenses que vous ne pouvez couvrir que par l'emprunt et le déficit que vous allez déclarer. C'est tout. Donc, en l'occurrence, j'ai 193 milliards de déficit, de besoin de financement, parlons plus précisément, de besoin de financement comme ils disent, je dois emprunter 129 milliards. Pour ne laisser en fin de lieu apparaître dans les comptes, c'est les chiffres qui vont être publiés, etc., on appelle ça un besoin net de financement de 64 milliards. C'est les 64 milliards qui vont représenter 5 points de PIB. Et officiellement, on va dire, on a un déficit budgétaire de 5 points de PIB. Alors que la réalité est malheureusement tout autre. Et toujours sur cette question, pour vous dire à quel point on est dans un engrenage réellement infernal de la dette. Vous imaginez, quand je vous dis, cette année, on va emprunter 129 milliards. Savez-vous combien on va dépenser au titre de la même dette publique, la même dette du budget de l'État, du Trésor? C'est-à-dire que d'un côté, on va emprunter 129 et de l'autre côté, on va payer 109. 109 milliards. Le service de la dette dans la loi de finances, prenez d'un côté les intérêts qui représentent 31 milliards et le reste, c'est des amortissements. 109 milliards. Donc vous imaginez, d'un côté,
on emprunte 129, de l'autre côté, on paye 109 uniquement pour faire face au remboursement du stock accumulé. Si au moins on s'endettait, c'est 121, on s'endettait pour investir, pour se développer, on dirait bon, c'est peut-être bon. Mais là, on ne se raconte pas d'histoire, on s'endette pour payer des dettes. Pour honorer les dettes qui se sont accumulées. Je vous dis, mais il y a un autre chiffre, je vous le dis comme ça de tête. L'investissement dans le budget de l'État, parce que c'est ça qui compte, hein, l'investissement dans le budget de l'État, il va atteindre 106 milliards. Vous voyez, c'est-à-dire que le service de la dette est supérieur, aux investissements qu'on va réaliser. Je pense que, voilà, cette situation se passe de commentaires en réalité. Elle montre à quel point la réalité, je dis bien, au-delà de la fioriture, du discours, etc., la réalité malheureusement des finances publiques, elle est très très problématique. Alors, si vous me dites un troisième point à évoquer, c'est évidemment les mesures fiscales. Et parmi les mesures fiscales, il y en a plusieurs. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail de toutes, mais je pense qu'il faut quand même au moins, vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que cette loi de finances serait pour les grandes entreprises? Oui, malheureusement. Vous savez, moi je dis toujours, une loi de finances, c'est un moment de vérité. Hein. En fait, c'est un moment, au-delà des discours, vous avez des chiffres en face. Vous avez des faits, vous avez des mesures qui disent tout, au-delà des discours. Et en l'occurrence, on le sait depuis sa constitution, ce gouvernement, je le dis clairement, sans animosité aucune, parce que c'est la réalité, c'est un gouvernement de conflit d'intérêts. C'est un gouvernement qui, de bout en bout, en fait, fait le mélange entre les affaires et la politique. Et en fait, soumet la politique met la politique au service des affaires. Ça, on le sait depuis la constitution de gouvernement. Maintenant, on a une loi de finances qui nous précise concrètement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, un gouvernement qui est au service, pas simplement du patronat Hagda, du grand patronat. On ne parle pas de la petite et moyenne entreprise. Vous allez voir, au contraire, elle va pâtir des mesures fiscales. L'exemple le plus frappant, c'est l'impôt sur les sociétés. Vous imaginez, alors, qu'est-ce qu'on va appeler la réforme de l'impôt sur les sociétés? Qu'est-ce que c'est concrètement? Aujourd'hui, vous avez les entreprises qui réalisent des bénéfices supérieurs à 1 million de dirhams payent un taux de l'IS de 31%. Les entreprises qui font entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams payent 20%. Et les entreprises, en fait les petites et moyennes entreprises, qui font moins de 300 000 dirhams de bénéfices, payent 10%. Et d'ailleurs, il faut bien se rappeler maintenant avoir un peu la mémoire, parce que sur les 10 dernières années, où justement on avait entamé ce mouvement de baisse du taux de l'impôt sur les petites et moyennes entreprises, parce que ce taux était de 20%, là a baissé à 15%, puis à 10%. Quel était l'argument du gouvernement? Des gouvernements qui réduisaient ces taux. C'était justement de dire, les petites et moyennes entreprises n'ont pas assez de ressources, il faut les encourager, etc. Très bien. Eh bien, dans cette loi de finances, on fait l'exact contraire de cela. C'est-à-dire que le taux de 31%, qui précisément concerne les hauts profits, va baisser à 20%. Alors, selon un calendrier sur 4 ans, entre 2023 et 2026, mais il va baisser de 31% à 20%. Mais en revanche, les entreprises, les PME qui déclarent moins de 300 000 dirhams et qui sont soumis actuellement à 10% vont voir leur taux doubler. Vous voyez, passer de 10 à 20%.
Oui, réduire la charge fiscale sur les gros pour l'alourdir sur les petits. Je caricature à peine, mais c'est la réalité. Et vous voyez bien là comment on a un gouvernement en fait qui ne pense d'abord qu'effectivement qu'aux grandes entreprises, qu'aux grands patronats, pas aux petits et moyens. J'ajouterai même une autre mesure qui va dans le même sens et qui montre en fait que ce gouvernement, effectivement, d'abord, n'est préoccupé, en fait, que par la baisse de la charge fiscale sur le capital, pas sur le travail, sur le capital. Vous avez, aujourd'hui, les dividendes, les produits des actions, des parts sociales, sont soumis à 15%, à un prélèvement à la source de 15%. Et bien, dans cette loi de finances, même ce taux, lui, va baisser à 10%. Vous voyez, au moment où on abaisse la charge fiscale sur le capital, sur les hauts revenus, c'est les hauts profits, on augmente la charge fiscale sur les bénéfices des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il y a un commentaire supplémentaire à faire sur ça? Alors, pour être complet quand même, on va vous dire, mais oui, mais les profits, alors tenez-vous bien, supérieurs à 100 millions de dirhams, vont voir leur taux passer de 31 à 35. Et les banques et les compagnies d'assurance à 40. Très bien. Ce qu'on oublie simplement de dire, d'abord, c'est de notoriété publique et les responsables sont toujours les premiers à le dire. Au niveau de ces grandes entreprises, on sait qu'en fait, ces entreprises ont les moyens de se payer les services des experts comptables, des conseillers juridiques, des experts de toutes sortes, pour en réalité minimiser le bénéfice qu'ils déclarent. Et en réalité, ils ne payent réellement que ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens de déclarer ce qu'ils veulent. N'oubliez pas une chose, ça aussi c'est des chiffres officiels. Quasiment 70% des entreprises s'arrangent, je dis bien s'arrangent, pour déclarer des déficits, tout simplement. Et donc ne sont même pas concernés par l'impôt. Vous voyez ? Donc, ces entreprises, en réalité, que vous les mettiez à 31% ou 35% ou 40%, c'est pas ça le problème pour elles. Puisque elles savent qu'elles peuvent s'arranger pour déclarer les bénéfices qui correspondent aux impôts qu'elles veulent bien payer. Donc, c'est une mesure un peu en trompe-l'œil. Hein. La réalité, je répète malheureusement, c'est qu'on est face à des mesures fiscales qui sont très significatives, puisqu'elles se traduisent par un accroissement de la charge fiscale des petits et une baisse de la charge fiscale des gros. Je répète, en utilisant ces mots, je caricature à peine. Hein.